Salut à tous, bienvenue dans le Salon Tactique, 9e épisode du Salon Tactique spécial Coupe du Monde de rugby. On est au lendemain de la large victoire de l'équipe de France, 60-7 contre l'Italie à Lyon. On va évidemment analyser en long, en large et en travers ce succès synonyme de qualification pour les quarts de finale. Le casting, vous voyez tous les deux, ils sont là, Alex Bardot, Yannick Bru. Alex, l'homme qui a le temps d'aller nager, qui a le temps d'aller à la piscine durant ses heures de travail. Comment ça va, Alex? Oh, c'est moche de balancer les dossiers comme ça. T'as raison. Ça- Je suis allé me détendre et faire un peu de Ah, sport. D'ailleurs, tu devrais, Jeff. ouais, Vu j'y comme tes penserai. semaines, t'as bien profité de tes semaines, Alex. J'ai pas le temps, Alexandre, la tête dans le guidon, encore 3 semaines. Au milieu de l'écran, Yannick Bru, l'homme qui navigue, lui, entre Bordeaux et le Pays Basque. Comment ça va, Yannick? Écoute, ça va. Encore un week-end off à profiter de vous et de l'équipe de France. Donc tout va. Et en plus, je suis au Pays Basque en ce moment, donc avec du grand soleil. Ouais, il y en a qui ont de la chance. Ouais. On va pas épiloguer là-dessus. 3 thèmes aujourd'hui, messieurs. On va d'abord s'intéresser au jeu offensif de cette équipe de France, qui a été riche en enseignements. Hier, on a vu pas mal de choses, des séquences assez longues. Et on fera un focus sur le premier essai, le premier des 8 essais qui était signé Damien Penaud. Le deuxième thème, ce sera plutôt sur la prestation de Maxime Lecu, le demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a été très intéressant. On rappelle qu'il remplaçait Antoine Dupont, qui n'est pas là et qui on saura plus sur son état de santé lundi après avoir rencontré son chirurgien. Et le troisième thème sur l'entrain de cette équipe de France, plein de réactivité, de vitesse, qui a livré un message peut-être à ses adversaires. En tout cas, les Français sont frais physiquement. Une question toute bête, messieurs, avant de commencer, puisque c'est ma spécialité dans cette émission, de faire un peu le candide. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette victoire de l'équipe de France? Certes, un carton, une belle prestation des hommes de Galtier, mais les Italiens n'ont pas été non plus très performants. On rappelle qu'ils avaient pris une raclée la semaine d'avant contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est une victoire de l'équipe de France ou c'est une défaite de l'Italie? Non, clairement, je pense que c'est une très belle victoire de l'équipe de France. Il ne faut pas bouder notre plaisir. Moi, le premier dans ce salon, je pensais que la victoire serait un petit peu plus longue à se dessiner. J'ai quand même été frappé par la domination sans partage du 15 de France, la domination physique d'abord. Dans toutes les zones de collision, dans les vitesses de replacement. Moi, je trouve une équipe de France qui a survolé son sujet physiquement, athlétiquement. Et puis, j'ai trouvé aussi une équipe de France qui a très bien joué collectivement. Bon, évidemment, la charnière, hein, et je ne peux pas être objectif là-dessus, mais il est forcément pour quelque chose. La domination sans partage des avants aussi. Non, j'ai vraiment trouvé une équipe de France qui a dominé son sujet, qui a confirmé qu'elle était en progression constante, sur le plan physique notamment. J'ai été bluffé par la performance physique de certains, on y reviendra. Et une équipe d'Italie qui a sombré et qui, je pense, s'attendait pas non plus à prendre 31-0 à la mi-temps. Donc, c'est avant tout une très belle victoire du 15 de France. Et toi, Alex? Moi, j'ai bien aimé la manière dont ils sont entrés dans ce match, dont ils se sont emparés de ce match, on va dire. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît les équipes, les grosses équipes, quoi. C'est celles qui sont capables à un moment. Je pense qu'ils s'étaient donné rendez-vous sur ce match-là, et particulièrement sur les 20 premières minutes. Ils en avaient un peu parlé en conférence de presse dans la semaine. Ils avaient parlé de ces 20 premières minutes. Ils s'attendaient à une grosse équipe d'Italie, mais je pense ils attendaient surtout d'eux-mêmes d'être très impactants d'entrée. Et la manière dont ils ont empoigné cette partie, c'est assez impressionnant. Euh, c'est toujours difficile après coup de se dire bon, et finalement cette Italie était peut-être pas extraordinaire et peut-être que ce match-là, faut pas non plus trop en tirer trop d'enseignements. Mais quand même, voilà, il y a des choses. Elle a pris son destin entre ses mains, elle a saisi, elle a porté le ballon. On va y revenir, mais et avant les quarts de finale, c'est intéressant. Maintenant, les quarts de finale, ça sera quelques étages au-dessus de ce qu'on, notamment en termes d'adversité. Et donc, ça veut dire que si l'adversaire est meilleur, ça veut dire qu'il va falloir monter tous les curseurs encore. Et c'est là où j'ai entendu lu plutôt que Ghezal avait beaucoup répété ce matin. À chaque match, on remet tout à zéro. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est comme si ça n'existait plus. Il faut tout remettre sur le tapis. Et ben, voilà, c'est ça en fait. La semaine prochaine, on va arriver avec à la fois quelques garanties et de la confiance, mais ça va tellement être différent que, voilà, bref, vous m'avez compris.
Mais je trouve quand même, sans s'étendre sur l'introduction, Jeff, je trouve quand même qu'on a plusieurs joueurs dans cette équipe, dans un match qui était quand même à enjeu, euh, qui ont montré qu'ils avaient une dimension de champion du monde. À divers positions, il y a des gars qui ont éclaboussé le match par leur classe, par leur talent, par la domination physique qu'ils exerçaient sur l'adversaire. Donc, je pense que l'équipe de France a confirmé qu'elle avait un gros caractère, qu'elle était confiante, qu'elle ne subissait pas la pression et qu'elle disposait dans ses rangs de vraiment de joueurs de classe mondiale, on le savait, mais qui ont un statut de champion du monde. Franchement, plusieurs joueurs de cette équipe ont montré une dimension particulière. Moi, j'ai encore été frappé par ça. Et on a senti la sérénité, la classe, la maîtrise technique. Et les Italiens n'étaient pas du tout invités dans aucun secteur du jeu. Ça tombe bien Yannick, parce que la semaine prochaine, c'est ce qu'a dit Fabien Galtier, pour les matchs suivants, ce sera que des finales de Coupe du Monde. Donc il va falloir bien les négocier, parce que si on fait 3 finales de Coupe du Monde, on va pas falloir s'en leur relâcher. Sur cette prestation hier contre l'Italie, ce qu'on a vu un peu de différence, c'est notamment dans le jeu offensif, avec des séquences plus longues, des essais qui venaient après beaucoup de temps de jeu, alors que c'est assez rare. Alex a bossé dessus aujourd'hui, un petit peu moi aussi. Et c'est vrai que c'est pas habituel dans les rangs de l'équipe de France. Est-ce que, On va le Alex, montrer tout de on suite, va comme voir ça on va. avec le premier essai ouais, de Damien Penaud, et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça en équipe de France depuis quelques mois. On va montrer, c'est une infographie qu'on a préparée. En haut, le diagramme d'en haut, c'est le pourcentage d'essais par nombre de phases de jeu en 2023 avant le match contre l'Italie. Ce qui est frappant, c'est que près la moitié des essais sont inscrits après une phase de jeu et 3,8% des essais après 10 phases de jeu. Donc 3,8%, c'est 2 essais sur les 53 qui avaient été inscrits jusque-là. On rappelle ce que c'est une phase de jeu, hein, c'est quand une phase, ça veut dire qu'on marque tout de suite sans qu'il y ait eu d'arrêt du jeu, sans qu'il y ait eu de ruck. Et s'il y a un ruck, on passe à la deuxième phase et ainsi de suite. Donc 10 phases, ça représente des actions qui commencent à durer, puisque par exemple, le premier essai va durer 1 minute 10 hier contre l'Italie. Et en bas, c'est le pourcentage d'essais par nombre de phases contre l'Italie. Et là, la plus grosse proportion d'essais marqués contre l'Italie, c'est des essais après 10 phases de jeu. Donc ça représente 42% des essais 3 sur 8. Il y en a un autre qui est à 8-9 temps de jeu, suivant ce qu'on compte, parce qu'à un moment, il y a un petit départ sur lequel Opta est resté à 8, moi je serai à 9, mais bon, voilà. Alors qu'Alex, Et en préparant l'émission, tu me disais que contre les 12 premiers matchs de l'année pour cette équipe de France, il n'y en a eu que 2 dans ce cas-là, des essais. ouais, il y en avait eu 2 sur 53. Et sur le début de la Coupe du Monde, là, sur les premiers matchs, les 3 premiers, au maximum, on avait marqué au maximum après 5 phases. Donc très rapidement. Et l'équipe de France, voilà, c'est une équipe qui marque rapidement. Hier, elle a choisi autre chose et elle a choisi autre chose. Elle a le plus marquant de ces essais-là, des 3 essais qu'elle a marqués à plus de 10 temps de jeu, c'est le premier. Sur les 2 suivants, c'est des actions qui partent quasiment des 22 mètres, dans les 22 mètres adverses. Donc après, c'est une sorte comment dire, de, de bras de fer qui s'engage et voilà. Mais le premier, on va y revenir, mais sur le coup d'envoi, c'est un dégagement italien. Ramos va récupérer le ballon sur les 50 mètres. Et là, ils vont choisir, mais vraiment choisir de se lancer dans du jeu. Et ils vont insister, même quand il y a un moment, il y a un temps mort, enfin un temps un peu d'arrêt, ils vont insister. Et je pense que ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'ils avaient décidé, c'est ce qu'a dit Mathieu Jalibert après coup, de marquer psychologiquement les Italiens d'entrée pour les ramener au cauchemar de la Nouvelle-Zélande d'il y a une semaine, pour tuer les espoirs. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense, et les joueurs en ont un peu parlé après coup aussi, qu'ils avaient envie de mettre en place, qui travaillent à l'entraînement. On en a beaucoup parlé des possessions. Ils cherchent à être un peu hybrides et là, ils ont réussi à être un peu mieux dans la possession, même mieux dans la possession, et donc de mettre en place des phases de jeu plus longues, ou d'oser mettre en place des phases de jeu plus longues et de réussir à les tenir aussi. Parce que c'est aussi ça la question. On peut oser et puis Ouais, perdre le ballon très vite. Et là, hier, ils ont plutôt réussi à tenir le ballon longtemps, sans faire de justement, Yannick, fautes. moi, les joueurs que j'ai vus en zone mixte après, ils disaient, notamment Thomas Ramos, c'est ce qu'on voulait faire depuis le début de la compétition, mais on n'y arrivait pas. Toi, tu as senti qu'il se passait un petit peu quelque chose de différent hier soir?
Mais j'ai trouvé que l'équipe de France s'est régalée, ils ont pris beaucoup de plaisir, ils ont tenté des gestes difficiles, ils ont aussi construit collectivement au début, et on va le voir en infographie avec plusieurs formes de jeu. Voilà, j'ai l'impression qu'ils faisaient une synthèse, ils ne se sont pas pris la tête. Ils avaient envie de mettre beaucoup de vitesse, comme l'a dit Alex en début de match. J'ai été frappé par la vitesse avec laquelle ils ont réussi à balayer les largeurs du terrain et à aller jouer sur les extérieurs. Parce qu'ils ont dominé physiquement, parce qu'ils avaient envie de se passer le ballon. Euh, donc c'était une belle synthèse sûrement de ce qu'ils travaillent. Bon, après, en écrasant comme ça athlétiquement l'adversaire, c'est un petit peu normal qu'ils aient pris ce plaisir offensif. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'ils se sont régalés, vraiment. J'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu beaucoup d'insouciance, j'ai vu beaucoup de maîtrise de l'événement. C'est pour ça que je dis que ça m'a fait penser qu'on est vraiment un candidat sérieux. Alex, tu as décortiqué le premier essai, tu voulais nous Voilà, montrer des on va choses, aller non? sur cet essai. On va s'échanger la parole avec Yannick, parce que tous les deux, on a joint nos observations, on va dire, et on avait observé chacun des choses différentes. Donc, j'ai fait une sorte de film de cet essai, incomplet, mais voilà, avec à la fois ce que j'avais vu et ce que Yannick avait vu. Donc, ça, c'est le départ de l'action. Thomas Ramos récupère le ballon autour de ses 50 mètres, la moitié du terrain. Le premier élément, j'avais dit que je le ferais, mais je n'ai pas rajouté la palette, l'image du moment du coup de pied. Parce qu'au moment du coup de pied, notamment Maxime Lucu, mais c'est le cas aussi de Ficou, de Bielbiaré, je ne sais plus, mais au moins de Ficou et de Lucu, ils sont dans le premier rideau, donc ils sont dans les 22 mètres et ils redescendent à toute vitesse. Et ça, Yannick l'a dit quand on a préparé l'émission, ça voulait dire qu'ils avaient prévu d'attaquer fort ce match, qu'ils voulaient se rendre disponibles d'entrée en fait, et pas patienter. Ils voulaient éventuellement se mettre en position d'attaquer. Yannick, tu n'hésites pas à me couper la parole hein, quand tu as Ouais, envie. ouais. Ramos va choisir de retourner dans les 15 mètres. Il va croiser avec Lucu et Lucu va retrouver Aldrit dans un mouvement qui ressemble à un mouvement préparé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Yannick. Est-ce qu'on peut préparer ce genre de système de relance, on va dire? Non, moi, je pense qu'ils avaient préparé la contre-attaque parce que, comme tu l'as dit, ils sont passés d'une phase de pression sur l'adversaire, notamment Ficou et Bielbarré, à une phase de repli. Moi, j'étais impressionné en direct par la vitesse de repli. Et ils étaient déjà 4 pour contre-attaquer, alors que le rideau italien n'était pas parfait dans sa montée. Non, je pense que Thomas Ramos, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Il revient souvent, il fait souvent un crochet intérieur et il revient chercher la touche et le juge de touche du côté fermé. C'est quelque chose qu'il fait souvent. Après, ouais, je dirais que la croisée, je ne peux pas te dire si elle a été préparée, mais Thomas Hmm. Ramos, par expérience, il fait souvent un crochet intérieur pour revenir vers le petit côté. Ok. Donc là, Aldrit va aller, après la passe de Lucu, Aldrit va aller défier. Puis il y aura Antonio. Plusieurs fois, il y aura des gros porteurs qui vont être envoyés au front, Aldrit et Antonio notamment. Un moment que j'ai trouvé intéressant sur cette action, c'est que là, on doit être à la quatrième phase de jeu, je pense. Donc les Bleus sont partis d'en haut du terrain et ils sont balayés une première fois la largeur. Et au moment du retour, on voit ici, j'ai pas eu le temps de faire le travail sur les images, on voit ici Jalibert au milieu de ma souris. Et ici, il y a Winnie qui est au milieu du terrain. Il vient déjà de charger une ou deux fois, je crois, Winnie. Donc on voit qu'il y a un défenseur qui anticipe sur Antonio, qui est monté un peu plus haut que les autres. Et là, ce qui est très bien joué de la part de Jalibert, c'est il va sentir que la pression est forte sur Antonio. Il va aller chercher un poil plus loin sur un autre, un autre gros porteur qui est Aldrit. Il va sauter Antonio pour envoyer le ballon à Aldrit. Et Aldrit, lui, va avoir une attitude intelligente. Il va se décaler un peu sur la passe. Au lieu d'être très frontal, c'est ce qui avait été demandé aux joueurs de l'équipe de France sur le début de match, ce qu'a expliqué Karim Ghezal. Au lieu d'être très frontal, Aldrit, il va se décaler un peu sur la passe et il va viser l'intervalle entre le numéro 4 et Garbizi ici. On voit que Garbizi est un peu surpris, il se met sur les talons, on a presque l'impression qu'il va tomber par terre. Et ça va permettre à Aldrit d'avancer, de franchir cette ligne d'avantage. Sur la capture suivante, on est un peu plus loin encore dans l'action. Et là, c'est un temps d'arrêt. C'est un moment où Movaka a mis de l'avancée en partant, en faisant un départ derrière un ruck.
Mais au moment de la libération du ballon, il y a une sorte de mésentente. Il lâche, au lieu de garder le ballon, il le lâche sur une petite passe. La passe n'est pas précise. Lucu est obligé de reculer. Lucu ne peut pas récupérer le ballon. Je veux dire, Flamand le récupère. Flamand va au défi et fait une passe au contact à Lucu. Mais on voit que là, Lucu, au moment où il reçoit le ballon, il est à l'arrêt. Il a 1, 2, 3, 4 joueurs devant lui. Il y en a plusieurs à hauteur. Il n'y a personne qui arrive lancer autour de lui. Donc, il va choisir d'aller d'aller au défi tout seul. Et là, on commence à voir, c'est intéressant, ici, là, dans la souris, il y a Woki, Jelonche et Olivon qui sont côté droit du terrain. On sent que les Français sont plutôt placés à ce moment-là pour jouer les largeurs ou pour jouer les cellules de jeu et chercher à battre l'équipe d'Italie par du déplacement, on va dire. Et l'action, à partir de ce moment-là, change. Et c'est là une des forces de l'équipe de France et de l'intelligence sur cette action-là. C'est que après le ruck créé par Lucu, il y a Aldrit qui va ramasser le ballon et partir au défi. Je te laisse commenter, Yannick. C'est Ouais, toi qui as ramassé le sur la capture d'avant, on est à la 8e phase. On sent que l'équipe, on perd un peu le fil de cette attaque et que l'équipe d'Italie, notamment parce que Max Lucu est obligé de s'engager tout seul, l'équipe d'Italie prend un peu le dessus défensivement. 8e phase, 9e phase, on sait que quand on dépasse 9-10 phases souvent. On le répète régulièrement dans ce salon, l'attaque est très énergivore. Et là, on voit qu'on a 13 Italiens sur les pieds. Le rideau défensif, il est quasi parfait italien, et avec 2 sentinelles qui couvrent derrière. Il y en a exactement 12. Il y a un buteur, plus 2 sentinelles, 2 latéraux derrière. Donc tout est bien couvert sur l'Italie. Et l'équipe de France s'est resserrée en grappe un petit peu autour du porteur de balle. Et là, il y a un changement de cap. Alors, je crois que d'après tes infos, Alex, c'est ce qu'ils appellent le jeu en black. Je ne sais pas si ça a été initié tactiquement Oui, ou sur le moment. Mais là, Greg Aldrit, il décide sur la flèche blanche d'aller taper au milieu du mur parce que je pense qu'il se dit là maintenant, on a assez fait l'essuie-glace. Il faut concentrer les Italiens et leur imposer un gros combat autour. Et c'est ce qu'ils vont faire à partir de cette phase-là. Pour moi, c'est un tournant, cette 8e phase. Et on voit dans les cercles qu'a mis Alex en turquoise, rouge et jaune, des avants qui traînaient, qui vont se rapprocher. Et on va voir que Max Lucu va encore les driver, leur demander de taper encore. Voilà. exactement. Donc, Donc là, Olivon et Jelonge, qui sont les deux joueurs cerclés en turquoise et en rouge, ils vont venir derrière le ruck provoqué par Aldrit, qui va avancer d'ailleurs sur ce coup-là, et ce qui va aussi permettre à Aldrit et Jelonge de donner de la continuité positivement. Donc, on les voit là, ils sont tous les deux derrière ce ruck-là. Et là, il y a un aspect technique que je trouve intéressant, c'est donc c'est Olivon qui a le ballon entre les mains et Jelonge commence à se coller à lui, et c'est très important parce que cette forme de soutien-là, ça va donner encore plus de puissance à Olivon au moment de l'impact et aussi dans la continuité de l'impact. C'est quelque chose que travaille beaucoup l'équipe de France. On l'a vu souvent dans le match, et je l'ai vu une autre fois au moins de la part de Jelonge sur Taofi Fenua, ce soutien au porteur comme ça. Et ce qui est intéressant, on a cerclé les joueurs italiens, les 4 joueurs en jaune là, parce qu'on va les retrouver dans l'action plus tard, juste après là. Ce double, cette percussion, double percussion, on va dire, de Jelonge et Olivon. Vous allez voir l'effet que ça va avoir sur les 4 joueurs italiens. Donc là, ils partent au front. On voit vraiment la position de Jelonge qui pousse en fait sur le défenseur italien, donc qui le fait reculer. Sur cette photo, on va même voir que dans l'action, il va passer dans le dos de Olivon, mais il va lui permettre de continuer à avancer. Et au moment où Olivon tombe au sol et libère son ballon, les 4 flèches jaunes, ça correspond aux 4 joueurs italiens. Donc le premier qui a été impacté, lui, il est tombé sur les fesses, il a reculé, et vous voyez que les Français, Jelonge et Olivon, ont gagné 5 mètres. Il y a un deuxième joueur ici qui est au sol, qui est battu. Il y a Brex qui essaie de gratter, mais qui ne va pas pouvoir, parce qu'il est en train d'être balayé par il est foutu aussi pour le reste de l'action. Et il y a Negri qui, lui, réussit à se sortir du soutien de Ficou, du balayage de Ficou, mais qui est pareil, qui est en déséquilibre et qui va se retrouver en retard pour aller défendre sur la suite de l'action. Et là, c'est Cyril Bay qui va ramasser le ballon. Et là, Yannick, je te laisse la parole parce que tu ouais. parlais très bien Parce tout à l'heure. qu'on avait parlé déjà sur le rôle de Cyril Bay sur les mouvements offensifs français.
Bon, Max Lucu est en train d'arriver, mais bon, Cyril Bay, il supplée le 9. C'est un joueur, on l'a répété, très important dans les schémas offensifs. Non seulement il le supplée, mais il va jouer debout. Et pour moi, 10e phase de jeu maintenant, ça va être la 11e. C'est un moment, il y a 2 gestes décisifs, un de Cyril Bay et un de Cameron Wauquiez. Donc Cyril Bay, il va prendre et il va enchaîner le mouvement sur la capture d'après. Je crois qu'on le voit, Alex, il réussit à jouer debout. Ouais. Donc, il va prendre son contact. Et là, il va y avoir 2 jeux debout. On voit qu'il y a 3 Italiens à l'intérieur du ballon. Si Cyril Bay, comme le font 80% des piliers, va se coucher au sol pour faire un ruck de plus, ces 3 Italiens, ils passent dans le sens et jamais il y a de surnombre. Or, le jeu debout de Cyril maintenant va prendre de court la défense. Donc là, on utilise des photos de photographes de l'équipe. Voilà, avec cette très belle image. Ensuite, Cameron, il va trouver Cameron Wauquiez. Avant de passer au sol, Cameron Wauquiez va en faire de même. Avant de passer au sol, il va trouver Mathieu Jalibert debout, son pote, et on voit dans le dos de Cameron Wauquiez un crampon blanc, les crampons gris, les crampons rouges. Ces joueurs qui attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un ruck pour alimenter le côté fermé en défense, mais il n'y aura pas de ruck. Et le jeu debout, c'est l'arme fatale dans les systèmes offensifs. Mathieu Jalibert va attraper ce ballon en jonglant et ils vont se retrouver. Et il va y avoir un 4 contre 1 à jouer et qui va amener le premier essai. Donc pour moi, il y a eu 2 changements de style de l'essuie-glace. Après, un retour à du jeu dans l'axe très frontal, organisé, où on a vu l'équipe de France donner rendez-vous aux Italiens dans les collisions et on les a vraiment secoués avec des gains et un momentum qui s'est perpétué. Et après, 2 joueurs décisifs pour moi, Bay, Wauquiez, qui jouent debout. C'est là que je disais, on a vraiment des joueurs d'un niveau au-dessus, avec 2 jeux debout qui transforment cette action en action décisive. J'avais souligné quelque chose tout à l'heure que j'ai pas expliqué. J'avais entouré Lucu d'un carré comme ça rouge parce que regardez le geste de Maxime Lucu à destination de Cameron Wauquiez. Il lui montre. Wauquiez, il est encore à quelques mètres. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas en train de courir. Il est à quelques mètres du ruck. Rappelez-vous, au départ, il était quasiment couloir droit. Et Lucu, il lui dit, vas-y, va en soutien. Et donc là, c'est un des signaux, je pense que c'est un des signaux que effectivement les Français étaient passés en jeu en black, c'est-à-dire ce jeu où ils se donnent rendez-vous à tous les avants dans une même zone avec quelques trois quarts qui viennent se mêler, un ou deux trois quarts. Et Lucu, il dit à Wauquiez, vas-y, va apporter ce surnombre encore. Et d'ailleurs, le surnombre, on va le voir pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à la fin de l'action. Regardez le nombre de joueurs français qu'il y a dans les 15 mètres ici. Il y a Biel Biarré, Penaud, Wauquiez, Jalibert, Ramos. Il y a Movaca qui arrive. Il y a Bay qui est là. Il y a plus de la moitié de l'équipe qui est dans 20 mètres d'espace. Et c'est une des caractéristiques du jeu en black, en fait, c'est de créer des surnombres dans des petites zones. C'est de submerger, en fait, en quelque sorte, l'adversaire avec du nombre et de la puissance pour le mettre sur le reculoir et finir par créer des tout petits surnombres dans des tout petits espaces ou alors des petits désavantages pour gagner des collisions qui vont créer des avantages, des possibilités de passe au contact, etc. Voilà. Et c'est intéressant. J'ai préparé des choses nouvelles pour l'émission après le Oh là patchwork. là, quand jamais vu ça. Gros budget là. Ouf. Donc, quand les gens ont été interrogés en conférence de presse après le Oh, match, bluffant. sur le fait qu'ils avaient porté le ballon comme ça un peu plus, et Cyril Bay a dit on essaie de le faire depuis le début de la compétition. Là, ça a porté ses fruits. Il faut continuer des longues séquences, de l'enchaînement de tâches. On arrive au 4e match, on trouve de plus en plus d'automatisme. Et même chose avec Thomas Ramos. Ça va nous donner la confiance, nous inciter à nous lâcher encore un peu plus, même si à l'avenir, on va forcément rencontrer des adversaires contre qui ce sera plus dur de tenir le ballon. On peut être très content de notre jeu offensif ce soir. C'est qui permet d'ouvrir. Ouais. Justement, Yannick, moi je voulais te demander, est-ce que tu penses que ce qu'on a vu hier, ça peut se reproduire pour un quart de finale contre une opposition qui sera évidemment plus relevée, ou alors on va utiliser plus les turnovers, des ballons de récup, et qu'on va vouloir marquer plus vite? On va vouloir marquer, c'est sûr. Honnêtement, je ne pense pas qu'on fera 12 temps de jeu, notamment en partant des 50 mètres contre l'Afrique du Sud.
parce que l'Afrique du Sud, c'est une défense brutale qui coupe vraiment les offensifs adverses, qui cherche à intercepter, qui attaque tous les rucks. Donc je ne pense pas qu'on se lancera sur des possessions longues contre les Sud-Africains. C'est pour ça que c'est intéressant de souligner l'intelligence de Thomas Ramos qui joue souvent avec un coup d'avance. Parce que lui, il sait déjà qu'il va jouer les Springboks et il sait déjà que contre les Springboks, on ne récitera pas le rugby comme ça. Parce que l'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui se replace le plus vite en défense, qui cogne le plus fort et qui gratte le plus de ballons. Là, je pense qu'on va revenir à beaucoup de jeux au pied contre les Springboks. Euh, mais voilà, donc Thomas Ramos, il fait partie de ces leaders qui ont un coup d'avance. J'ai bien aimé aussi Max Lucu, et c'est sa grande force. La capture d'écran d'Alex, elle est significative. Max Lucu, il est neuf, mais il regarde même plus le ballon. Il est en train d'organiser les avants parce qu'il sait où il veut aller. Et je pense que c'est ce qu'on lui demandait sur ce match, d'organiser vraiment bien le jeu collectif, et je trouve qu'il a été remarquable. Attention, Quelle la transition. transition est toute faite. Bravo Yannick. Là, Yannick, on va changer les rôles la semaine prochaine et je serai bien incapable de faire ce que tu fais. On va s'intéresser justement à Maxime Lucu. Oui, j'aurais un peu peur de ça. On va s'intéresser à Maxime Lucu, qui est toujours invaincu avec l'équipe de France et un peu le porte-bonheur de ces Bleus, qui remplaçait Antoine Dupont, parce qu'on ne sait toujours pas si Antoine Dupont sera là contre l'Afrique du Sud la semaine prochaine en quart de finale, qui a fait un bon match. Yannick, il t'a beaucoup plu dans l'animation. Et juste une petite déclat hier en zone mixte, il disait qu'il voulait se lâcher et se faire plaisir. On a l'impression que ça s'est vu un peu sur le terrain, non? Ça s'est vu, et ça s'est vu de la part de tous les joueurs. C'est pour ça que j'ai trouvé beaucoup de maturité dans les regards des joueurs du 15 de France et dans la confiance. On a vu des gestes de classe. Euh, pour revenir à Max, moi je trouve qu'il a vraiment relevé le défi, parce que on dit souvent, ses détracteurs disent, bon, Max Lucas c'est un gestionnaire, il a la longueur du jeu au pied, mais ça manque de rapidité, ça manque de vitesse d'éjection. Ben, sur ce match, il a vraiment joué pour l'équipe, il a été un maillon essentiel de la vitesse du jeu de l'équipe de France, il a accéléré le jeu quasiment tout le temps sur ses transmissions. Je l'ai trouvé remarquable de bout en bout dans son envie de bien faire jouer collectivement le 15 de France. Et je dirais que son compère de la charnière a été aussi au diapason de cette envie de faire jouer collectivement l'équipe, puisque je crois que Mathieu Jalibert, il fait 3 ou 4 passes décisives sur le match, si je compte la passe au pied. Donc, ils avaient vraiment dans l'idée de faire jouer collectivement cette équipe de France sur un tempo élevé, et je trouve qu'ils ont été très bons là-dedans. Alexis, t'as plu aussi Max Lucu? Oui, oui, j'ai trouvé on avait dit avant le match qu'il y avait une interrogation, parce que l'équipe de France dépend beaucoup d'Antoine Dupont dans son jeu offensif, des initiatives d'Antoine Dupont, des breaks, voilà, des soutiens, de la puissance. Et on savait que Max Lucu n'est pas du tout le même joueur. Et donc forcément, ça a interrogé un peu, mais on avait dit aussi, en fait, on n'est pas forcé d'avoir un neuf puncher pour, pour être une équipe efficace offensivement. On peut aussi avoir un neuf organisateur, éjecteur, distributeur. Et on l'a vu là, en fait, effectivement, Maxime Lucu a permis au collectif français d'avoir de la fluidité. Peut-être qu'Antoine Dupont, c'est même sûr qu'Antoine Dupont aurait joué autrement. Il aurait fait exister d'autres solutions. Mais là, avec ce potentiel qu'a Maxime Lucu, il a fait exister les solutions voilà, que son jeu lui permet. Et franchement, bon, même au stade, j'étais frappé comme Yannick par la vitesse avec laquelle il arrivait sur les ballons. On va montrer quelques exemples, mais on va commencer peut-être par juste un aspect statistique. On avait dit que c'est un joueur qui ne porte pas le ballon, qui porte très peu le ballon. Et ça, c'est largement vérifié. Et ça, c'est ses stats lors du match d'hier. 53 ballons touchés, seulement 2 courses, ça représente 3% des ballons. Normalement, c'est autour de 4,8%, on avait dit, de ballons qu'il garde, qu'il porte un peu. 46 passes, 5 jeux au pied, des très bons jeux au pied, des jeux au pied longs, un jeu au pied aussi, un box kick qui a permis à Biel Biarré d'être dessous et aux Français de récupérer le ballon dans l'entame de match, cette fameuse entame dont on a parlé. Et puis, pour illustrer la vitesse, Yannick, je vais te laisser. Ouais. Mais on l'avait dit aussi. Alerte patchwork. Patchwork. Alors, le patchwork de Jeff, pour être sûr que tu passes une bonne soirée. On l'avait dit Excellent. aussi,
dans le salon, on avait dit on ne remplacera pas Antoine Dupont et aucune équipe ne pourrait le remplacer. Mais peut-être qu'avec Max Lucu, le collectif va vibrer différemment. Et je trouve qu'il a été un maillon important de la bonne performance offensive. Après les molles, peut-être on aura le temps de détailler. On a fait en général de très bonnes animations derrière les molles. Et je trouve que la consigne, après, avec une prise du milieu de terrain rapide, a été d'accélérer vite ce ruck au milieu de terrain pour engager des duels sur les extérieurs. Et là, on voit que si on compte le premier leader de défense à l'extérieur du ruck qui est sur Max Lucu, ben on a un 3 contre 3 avec quasiment plus de 30 mètres de largeur. Et quand ces trois joueurs, ce sont Jalibert, Ramos et Penaud, et on voit que Dantier est en train d'arriver à l'intérieur, ben, je peux vous dire que les défenseurs, ils ne sont pas sereins. Parce que je pense que c'était une des clés offensives du jeu de l'équipe de France sur ce match. Aller vite jouer dans le sens sur les extérieurs et engager des duels, puisqu'on a plus de qualité dans les duels offensifs que les Italiens. Donc là, on est sur la deuxième phase de jeu. Max Lucu, il va arriver très vite. Et on a décomposé dessous les appuis de Max Lucu pour montrer que sur la première petite vignette en bas, il arrive sur le ballon, là il prend un appui très fort sur sa jambe gauche. Immédiatement, il est animé que par une chose, c'est envoyer le ballon dans les mains de Mathieu Jalibert le plus rapidement possible. Donc il appuie fort sur sa jambe gauche, il se sert de la puissance de sa jambe gauche pour pousser également avec sa main gauche et donner un maximum de vitesse au ballon. Et il met enfin cet appui sur la quatrième vignette à droite. Et on voit qu'il accompagne parfaitement son ballon comme un tennisman accompagne son coup droit pour être sûr que tous les détails sont réglés, que le ballon, il jette ses doigts dans les mains de Mathieu Jalibert. Je trouve que techniquement et dans la vitesse, cette éjection, elle est parfaite. Et elle illustre bien la volonté de Max Lucu de ne pas porter, de ne pas être trop gestionnaire et de privilégier la vitesse du collectif. Et on sait que sur cette action, Mathieu Jalibert va faire un crochet intérieur, mais il a engagé plein d'autres duels où il a été brillant, notamment sur sur cette action, je crois que c'est le deuxième essai français. Non, pardon. Ouais. Non, c'est pas, Ouais. c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, il y a déjà. Je crois Non, il y a déjà qu'effectivement, 24. Mais ça illustre bien l'envie et les moyens que s'est donné Max Lucu de mettre de la vitesse dans le sens. un autre exemple, ça c'est en deuxième mi-temps, c'est un ballon confus, enfin un peu difficile parce que c'est en pleine bagarre d'avant. Et ce qui est intéressant, c'est pareil, la volonté en fait de Maxime Lucu alors qu'il y a une avancée là et qu'il pourrait rester sur le bras de fer entre avant, de vite éjecter ce ballon pour aller chercher des solutions ailleurs. Donc là, il y a Charles Olivon qui est en train de se faire basculer. On va voir sur la capture suivante que le ballon est quand même en danger, on va dire. La conservation est en danger. Il y a Dorian Aldeguerri qui va venir faire le soutien. Et très vite, en fait, Lucu va venir se mettre dans un coin là. Il va ça fait prendre les devants par rapport à Aldrit et Woki qui sont ici. Et au lieu de les laisser travailler, lui, il sent que le jeu, c'est plutôt d'écarter le ballon et pas de continuer à enchaîner des pick and go. Enfin, lui, il pense comme ça en tout cas et il choisit d'aller coller au ballon, de prendre sa place et il va éjecter le ballon. J'ai coupé, j'ai pas voulu mettre trop de capture, mais il va obliger Aldrit et Woki à faire quasiment un pas de retrait pour lui laisser faire son travail de mid-mêlée qui est d'éjecter ce ballon et de le donner plus loin à des trois quarts. Il y aura essai au bout de cette action, pas sur ce temps de jeu, cette phase de jeu là, mais il y aura essai. On a d'autres choses à montrer. Là, c'est Yannick, vas-y. Ben, voilà, c'est la même chose et je faisais un lapsus et j'évoquais celle-là. Donc là, c'est le deuxième essai français, mais c'est quasiment la même situation. On sort d'un lancement de jeu sur touche. On a pris le milieu du terrain, on a une prise de ligne d'avantage qui est relativement neutre, on va dire que c'est neutre. Et là, on voit que Max Lucu, dans la même organisation, il veut mettre le ballon très vite dans les mains de Mathieu Jalibert pour encore une fois engager des duels offensifs sur l'extérieur. On voit que dans le cercle rouge, les trois Italiens qui veulent passer
ils sont battus par la vitesse d'éjection. Mathieu Jalibert, je crois que va déposer son vis-à-vis et va engager un 4D. Et il va y avoir la croisée et l'essai qui va se terminer dans le coin là-bas. Mais on voit que les Italiens sont pris dans le déplacement. Il y a des options à l'intérieur du ruck, il y a des options sur l'extérieur. Je pense que cette vitesse sur la zone de ruck a été très très bien négociée sur ce match. Pour voir juste Et le trouble que ça crée, la vitesse d'éjection et Mmh. le trouble que ça crée dans le replacement Collision entre eux, ils se italien, cognent c'est que entre eux. voilà, il y a une collision. ouais, Ils n'ont pas le temps de et monter, pas le temps de se replacer. donc là, ça a été très bon. Max et la charnière, je les ai trouvés très bons dans la vitesse d'éjection et dans l'animation offensive basée sur la vitesse sur les extérieurs. Euh, le leadership aussi, on en a parlé tout à l'heure dans la, dans l'anticipation, dans les préactions de Lucu et la capture d'écran d'Alex. Et j'oublie pas non plus que sur le seul essai italien, enfin, sur l'essai italien qui aurait pu nous poser souci, qui c'est qui, je vais pas dire qui simule, mais qui appelle l'arbitrage vidéo sur les nettoyages de Mmh. Ferrari, mais c'est aussi Max Lucu, on l'avait dit, c'est un neuf dans la tradition des braconniers français. Il connaît le jeu, il joue un peu avec un temps d'avance. Il a une grosse intelligence tactique et il rajoute un peu de cinéma parce qu'il est évidemment pas blessé, mais il y a un arbitrage vidéo qui sanctionne Ferrari, le gaucher italien, et on remarque sur la phase d'après. Donc en fait, c'est une double effet. Cette capture d'écran, Alex, elle est sur les sorties de Moll, mais on va retrouver c'est sur l'essai et la passe au pied magique de Mathieu Jalibert alors qu'il perd l'équilibre. C'est une sortie de Moll, donc c'est un schéma classique sur sortie de Moll. Les avants français ont fait le job, tous les avants italiens sont venus, donc il n'y a aucun pour contenir le Moll, et on a sorti le ballon dans le bon tempo, on n'a pas attendu que le Moll meure et s'éteigne au sol. Donc, bonne complicité Et entre la le passe de 2 et le 9. Lucu est très rapide sur le coup, très longue et très rapide et très précise. Voilà, la passe de Lucu est très précise, aucun déchet à la passe, et elle provoque cette brèche à l'intérieur. Et on voit que l'équipe italienne est coupée en deux. Tous les avants sont restés dans le môle. 10, 12, 13, 14 et 15 sont isolés à l'extérieur. Donc, il y a une option dedans. Euh, Ficou va toucher le ballon. Il a une option sur une passe courte pour Danti qui va venir faire du casse-brique. Mais il va servir dans le dos Mathieu Jalibert. Sur ce trio défensif italien, on voit que le dernier défenseur est obligé de garder un œil sur Mathieu Jalibert, donc et sur la capture d'écran après, il va se suicider sur Mathieu Jalibert. Pourquoi? Parce que les deux défenseurs à l'extérieur italien, là on voit l'image du 13 qui s'est bien suicidé. Si tu peux revenir sur la Mmh. capture d'écran avant, Ouais. bon, vous allez comprendre pourquoi la position de Louis Bielbarré est très importante. Lui, il est dans le vertical. Comme ce 13 va se suicider sur Mathieu, avec une passe courte, on aurait pu penser que Louis Bielbarré allait entre les poteaux directement, puisque les deux défenseurs italiens à l'extérieur, ils sont focalisés sur Thomas Ramos, cercle turquoise, et sur Damien Penaud, qu'on ne voit pas à l'écran, qui est là pour assurer l'horizontalité, mais également une menace dans le champ profond sur la passe au pied. Mathieu Jalibert va choisir le geste le plus difficile, mais comme il a du talent, il va le réussir et ça donne un essai qui est super spectaculaire. Ben, tout a Et une belle réussi. photo. Ouais. Ouais, une belle photo du photographe de l'équipe. Et tout a réussi à l'équipe de France, mais on voit que l'animation offensive, elle était quand même vachement en place, avec la puissance du môle des avants qui a concentré les Italiens, l'animation des trois quarts français qui s'est jouée au millimètre, et les positionnements de chacun qui rendent cette phase magnifique. Yannick, tu sens, on le sent, la complicité du coup de charnières qui jouent en club sur des matchs comme ça entre Mathieu Jalibert et Maxime Lucu? Ben, là, je l'ai vu. Aucune mauvaise passe de Mathieu. Tout est arrivé dans la zone parfaite pour Mathieu. Beaucoup de passes décisives de Mathieu Jalibert à la main ou au pied.
Je pense qu'il aurait été difficile de faire mieux. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment être objectif puisque c'est deux joueurs que je connais bien, pas trop, mais bien. Mais ils ont vraiment été bons et ils se sont mis au service du collectif. Donc on a vu la complicité. Alex, c'est plutôt rassurant pour la suite, de la compétition, sachant qu'on ne sait pas si Antoine Dupont pourra être à 100, s'il pourra être là tout le temps. Oui, c'est sûr que on sait que, mais on le découvre pas non plus, mais que Maxime Lucu est une bonne option en numéro 9. Après, le match contre, si jamais c'est les Springboks, ce qui devrait être le cas, c'est encore autre chose. C'est un autre type de défense, c'est un autre rythme, c'est moins de possibilités de mettre de la vitesse peut-être. C'est une pression différente, moins d'avancée peut-être aussi de la part des avants français. Tu Donc, moins de temps, ouais. peut-être que pour ce genre de match-là, il serait peut-être mieux d'avoir un Dupont capable de prendre des espaces, de gagner des duels, de résister à la pression, comme on l'a montré l'autre jour, là, où il a cette capacité à un moment, même sur le reculoir, à absorber la pression et même à la renverser. Voilà. Mais bon, je pense que Maxime Lucur est un excellent recours, en fait. Mais encore une fois, c'est incomparable avec Antoine Dupont, dans le sens où Antoine Dupont est, l'un des meilleurs joueurs du monde, et deux, un joueur hors cadre. Donc, Mmh. Sachant que c'est très difficile. Maxime Lucu le qualifiait lui-même de martien, Antoine Dupont, et tout le monde le reconnaît, même Maxime Ouais. Lucu. C'est pour ça que je ne sais pas s'il faut chercher à se projeter maintenant. Je crois que, comme l'ensemble du 15 de France, le 9 et le 10 contre les Italiens ont vraiment fait le job. Ils ont contrôlé ce qu'ils avaient à contrôler. Ils ont fait ce que le collectif leur demandait de faire sur ce match. Voilà, ça c'est coché. Je pense qu'il ne faut pas se projeter sur la suite parce que ça sera différent. L'impact physique des avants sera moindre. On ne dominera pas les collisions comme on l'a fait. La charnière ne sera pas toujours dans l'avancée. Je pense que le match sera brutal. Donc, et puis, voilà, tant qu'on n'a pas eu, il est évident que toute la France attend a priori le feu vert d'un chirurgien. Euh, voilà. Donc, mais ce que Max Lucu avait à faire, il l'a fait très bien. Il a montré une autre palette de son jeu qui était l'accélération du jeu. Et moi, je suis super content pour lui parce que il était attendu là et il a bien fait. Le dernier thème, messieurs, à part si vous voulez rajouter quelque chose, mais non, parce que je regarde l'horaire et je tiens comme ça maintenant. Hop. Le dernier thème, c'est sur vraiment l'aspect physique de cette équipe de France qui est capable hier de Tu as de mettre la beaucoup chance de de ne pas être en vitesse. face de Yannick, parce que j'aimerais bien Ouais, mais te voir faire ça devant Yannick quand même. ouais, c'est pour ça, je me permets des choses à distance que je me permettrais pas, hein, évidemment. Continuons, s'il vous plaît, Alexandre. Sur l'aspect physique de cette équipe de France qui est en pleine bourre, en pleine forme, on disait le pic de forme, c'était pour ce week-end, ce France-Italie. Karim Ghezal lui a dit, c'est pas vraiment un pic de forme, il faut pas que ce soit sur un match, mais plutôt sur une période. Mais on sent vraiment que les Français sont affûtés. On le voyait la semaine dernière à l'entraînement. Moi, ça m'avait sauté aux yeux lors des entraînements et ils vont à 100 à l'heure, à 37 km/h plutôt pour Louis Belpiret, qui a encore été affolant sur les stats hier pour ce match. Mais Yannick, ils sont débordants d'énergie, ces Français, non? Ben, pour connaître un peu la méthode de travail du staff de l'équipe de France, en tout cas de la performance physique et de Thibaut, c'est vrai que c'est beaucoup basé sur l'accélération, les changements de rythme. Donc c'est exigeant en termes musculaires, mais voilà, ça porte ses fruits. On l'a vu sur le retour au jeu de l'équipe, la façon de se préparer à attaquer, à l'anticipation des contre-attaques, dans les courses de repli, dans les courses de soutien offensif, dans les montées défensives aussi. On a complètement étouffé le jeu italien. On avait parlé des structures de jeu proches de l'Irlande, de l'Italie, mais franchement, elles ont été complètement inoffensives parce que on a sprinté sur les attaquants italiens, on a pris la ligne d'avantage en permanence, on est monté, on est remonté fort, on s'est replacé pour attaquer. Je trouvais qu'on avait une disponibilité athlétique vraiment au-dessus de ce qu'on avait montré sur les autres matchs. Alex? Oui, la semaine dernière, il y avait une phrase de Greg Aldrit en conférence de presse. Il avait dit que pour la première fois de sa vie, il avait passé 30 km/h, parce ils sont en permanence équipés de GPS. Il faut expliquer que ce soit à l'entraînement ou en match, ils ont des GPS sur le dos et toutes les données sont captées. Donc, les données d'accélération, les données de vitesse max, les données de déplacement
euh, on va dire, de déplacement d'un ruck à un autre ruck, des déplacements plus comment dire, classiques, on va dire. Et tout est capté. Et le but de cette équipe de France-là, enfin, de ce stade de l'équipe de France, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables, comme le disait Yannick, de multiplier les accélérations. C'est pas forcément, aujourd'hui, on fait plus de 1500 mètres comme à une époque pour se préparer. On est sur l'enchaînement de sprint. Donc là, quand Greg Aldrit a dit qu'il avait passé 30 km/h, ben, c'était vraiment le signe que la- lui et d'autres joueurs de l'équipe de France étaient en train de récolter les fruits de tout ce travail-là. Je crois que plusieurs joueurs lors de la semaine passée ont Il y en avait soit 6, si je dis égalé, pas de soit bêtises, ouais. dépassé leur Ouais. record. Voilà, c'est ça. Mm. Tu parlais de Bielbiaré qui était à 37, c'était le cas la semaine dernière. Il a été flashé à 37. 37, je crois que c'est autour de. J'en parlais avec Vincent Duluc hier, je lui ai posé la question, qui est le suiveur du foot de l'équipe des suiveurs de l'équipe de France de foot à l'équipe. Et il disait que pour lui, c'est 37 dans son souvenir, c'est la vitesse de Mbappé. Donc, c'est pas, ça en dit long quand on voit ce que fait Mbappé sur un terrain de foot. Donc hier, on a retrouvé cette énergie et cette capacité à aller très vite, à se projeter très vite, que ce soit en attaque ou en défense. On a là aussi préparé quelques images euh, pour comprendre, pour illustrer ça, parce que ça a été parfois spectaculaire. Là, on a surtout pris des images de montée défensive, hein. Là, une sortie de balle derrière un ruck italien. Les Français sont allés dans leur camp aux 45 mètres, on va dire. Et regardez la zone d'impact qu'il va y avoir. Donc là, on a Thibaut Flamand. Il y a eu deux passes, une du 9 vers le 10, puis du 10 vers un avant italien au cœur d'une cellule. On a dit que les Italiens utilisaient beaucoup ce genre de structure, d'animation, et que si on les laisse faire, en fait, ben, l'avant, il a un peu de temps pour faire sa passe, numéro 10, qui lui va pouvoir encore utiliser un avant ici qui peut venir à hauteur, puis, ou alors un ailier dans le dos. Et là, si on laisse faire, en fait, ben, le jeu italien, il prend de la vitesse et on peut vite se retrouver débordé. Mais si on monte vite, l'avant italien, il a peut-être un peu moins de temps pour s'organiser, un peu moins de temps pour lire la situation. Et puis il fait la passe plus loin de la ligne d'avantage, et donc c'est plus facile. Enfin, on coupe le jeu italien, quoi. Donc là, ils ont avancé de 11 mètres, on va dire, sur le temps de deux passes. Et toute la ligne, hein, vraiment, on voit Flamand, Aldrit et Jelonche. On reviendra à Jelonche après. C'est un peu le même cas ici. C'est une sortie de ruck. Les Italiens ont un peu avancé dans le couloir ici. Garbisi est le premier porteur dans le cercle jaune. Et devant lui, il y a les trois premiers joueurs, Olivon, Aldridge, Jelonch, ils montent très fort. Et il va le percevoir, Garbisi. Il va avoir un temps d'hésitation et à se dire est-ce qu'il faut faire la passe là au risque de reculer ou est-ce que je dois garder le ballon. Il va choisir de garder le ballon. Et dans la continuité de cette action, je l'ai gardé. Yannick pourra en parler après, mais on va voir que la défense française va être en permanence en surnombre. Là, il y a 6 attaquants italiens côté droit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs sur la ligne. Plus Baye, ça fait 8, même Baye qui est ici, ça fait 8. Là, c'est la même chose, on a la continuité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Ramos, attaquant, défenseur français contre 1, 2, 3 italiens. Je n'ai pas tout gardé, mais juste un instant avant, là, il y a Aldrit, il était à 7-8 mètres du ruck, là où est Flamand, sur ma souris. Là. Et il a fait l'effort, il a produit une petite accélération pour venir à l'intérieur de Jelonche et aider le rideau à être en plus grand nombre et permettre à Jelonche de décaler d'un joueur. Alex, Alors là, on passe à une. Ouais, pardon Alex, je te coupe parce que vas-y, vas-y. cette image n'est pas aussi. Je dirais que sur ce match, on a été un peu springbokisé, le 15 de France, parce qu'on a emprunté leur chemin, on a été brutaux dans l'intensité athlétique, et c'est un joli clin d'œil parce qu'on voit que le petit Mozart italien, cette action, ben, il va y laisser la santé, puisqu'il est passé sous les roues du camion Olivon, et il va sortir sur un protocole commotion. C'est lui qu'on voit malheureusement avec le soigneur. Capozzo, là, oui, c'est vrai. Voilà, donc on a très clairement, ça c'est une image de domination athlétique. On a 13 Français sur les pieds, avec un langage du corps qui est très bon. Personne les met sur les hanches, et à contrario,
on a des Italiens qui sont un peu clairsemés, pas bien replacés, désorganisés. Et je pense que c'était un des éléments de la checklist des Français sur le plan défensif, asphyxier la technique individuelle italienne par nos montées défensives et la qualité de nos collisions. C'est ce que fait très bien l'Afrique du Sud. Donc voilà, cette image, elle illustre très bien. Et d'ailleurs, Ange Capozzo, malheureusement, parce que c'est un joueur qu'on aime bien, on ne l'a pas vu du tout et il est sorti très rapidement, diminué physiquement. Pour Messieurs, montrer il y que les avait un Italiens avaient joueur. quand même. Tu veux continuer là-dessus ou Ouais, tu veux parler d'Anthony Joland? On juste en parlera une après. image de plus, parce qu'on avait dit que les Italiens avaient de bons lancements de jeu, et là, cette action est une illustration. C'est un lancement de jeu sur touche. Les Italiens vont franchir. C'est Brex C'est le là seul. qui franchit. Voilà, c'est le seul. Le reste, ils n'ont pas réussi à exister. Et là, j'ai entouré Woki et Bielbiaré pour montrer. Bon, Bielbiaré, on s'y attend à ce qu'il aille très vite. Woki aussi, on sait que c'est un joueur de déplacement. Mais là, on est à la 15e minute. Les Français sont partis très fort dans le match. Il y a un franchissement italien. Et l'enchaînement va montrer à la fois l'état d'esprit et la capacité physique de l'ensemble de l'équipe de France, mais particulièrement de ces deux joueurs-là. Brex franchit, il va trouver Alan en relais, et au moment où Alan a le ballon, lance son sprint pour aller marquer éventuellement. Hein. Bielbiaré a un peu de retard sur lui, et Woki enclenche un sprint. C'est un deuxième ligne, hein, troisième ligne de formation, mais c'est un deuxième ligne. Et à la fin, Bielbiaré va empêcher Alan de faire une passe, il va lui faire gicler le ballon des mains. Et regardez Woki, le replacement qu'il a eu, alors que bon, il y a trois bleus, il aurait pu relâcher son effort. Il a poursuivi son effort. Ça, c'est un signe de fraîcheur physique, de vitesse et d'état d'esprit. Je ne sais pas ce qu'en pense C'est Yannick. clair. C'est une super image. Ça, c'est vraiment le genre d'effort. C'est le genre d'effort qu'on travaille dans une équipe, dans la construction d'une équipe. Il y a eu un franchissement, on se retrouve à 4 bleus pour 2 blancs, alors qu'on est en zone de danger. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'effort pour le collectif qui a été super bien protégée de la part du 15 de France. Il y a un des joueurs qui a été assez épatant parce que on parle de Cameron Wauquiez qui a été très bon, en 3e ligne pareil, Grégory Aldrit qui a été monstrueux comme à son habitude. Mais il y a un joueur comme, Anthony Gelon qui revient de blessure, qui a finalement peu joué, qui s'était pété, au mois de février, le 26 février si je dis pas de bêtises contre l'Écosse, grosse blessure à un genou et qui est là, il est revenu plein gaz, plein badin et qui a été encore très bon Alex hier, physiquement, dans l'explosivité, il est présent quoi. Ouais, je vais laisser Yannick commencer, mais oui, Ouais, c'est hallucinant. euh, Il y a 7 mois, il était sur la table du chirurgien. ouais. Ouais. Bon, honnêtement, je suis impressionné parce que c'est donc un grand bravo à tous les gars qui ont travaillé sur le retour à la perf, médicaux, préparateurs d'Anthony Gelonge, parce que je crois que c'est son troisième match. Je crois que c'est son troisième match. La présence athlétique qu'il a eu sur ce match, Ouais, c'est ça. ses changements de rythme, la qualité de ses montées défensives. Alors qu'Anthony Jolange, c'est plutôt un costaud, qu'un costaud diesel, qu'un mec explosif, si je devais schématiser. C'est plus un 4x4 Volvo qu'une Ferrari. Euh, mais là, je l'ai trouvé bluffant de présence athlétique, d'accélération, de changement de rythme. Donc, ouais, c'est vraiment force le pari qu'il a gagné et qu'il a réalisé avec son genou. On en a là aussi quelques exemples. Parce que quand on parlait de vitesse de la montée de la ligne française, il a souvent, lui, tiré la ligne derrière lui. Là, on est en deuxième mi-temps, à 55e minute. Il faut rappeler qu'il y a 2 semaines, contre l'Uruguay, c'est le moment où il est sorti la 55e minute parce qu'on le préservait. Là, il a fait 80 minutes. Et 80 minutes de haut niveau. Et j'ai souvenir de la fin de match de Aldrit tirant la langue, franchement. Et il y avait de quoi parce qu'il avait fait un gros match. Et Jelonge, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu en difficulté physiquement dans les dernières minutes du match. En tout cas, voilà, le 9 est en train d'éjecter le ballon. Regardez la position de Jelonge en plein quart de la ligne. C'est une position dans laquelle il se retrouve souvent en défense. Et regardez l'endroit où il va se retrouver pour plaquer. Donc il a gagné 15 mètres. Et ce qui est fou chez lui, c'est qu'il ne ralentit pas, en fait. Il ralentit pas. Si, il y a un moment où, pour juger la situation, il ralentit, mais au moment où il a décidé de plaquer, il rattaque, il re-sprint, il a un petit sprint à nouveau, et là, on voit dans sa position, il est en planche,
il va mettre un gros impact à ce défenseur, à cet attaquant italien. Donc là, la France, elle gagne 15 mètres sur une montée défensive et sur un bon ciblage et sur un gros impact. Autre situation, un peu la même, milieu du terrain, il est là. Et sur la phase suivante, il gagne un peu moins de mètres, mais il gagne quand même 10 mètres et il fait un gros impact. Je crois que c'est la dernière des captures qu'on a, mais on a eu des informations aujourd'hui sur les accélérations, c'est-à-dire le fait d'aller de 2 mètres par seconde, au-delà de 2 mètres par seconde. C'est l'avant-français, c'était l'avant-français le plus performant sur le match d'hier. Quand on se souvient, encore, il faut toujours revenir à ça, mais qu'il avait, voilà, il y a 7 mois, il était sur la table du chirurgien. On ne savait pas, il y a 3 mois, s'il pourrait disputer la Coupe du Monde et revenir si vite. À 7 mois, je pense qu'il y a des joueurs qui rejouent à 7 mois après une opération d'un ligament croisé. Yannick, tu dois Ouais, plus en savoir que moi. Mais revenir, souvent, il y a revenir et revenir à un haut niveau de performance. Et entre revenir et revenir à un niveau de performance, il peut y avoir plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et là, ouais, il y a pas de délai, quoi. ouais. C'est vrai que troisième match pour lui, une Coupe du Monde. Bon, donc vraiment, c'est fort ce qu'il a réalisé. Et Jeff, je te conseille un petit sujet sur tes papiers, parce qu'il va jouer donc le week-end prochain contre Sia Colissi, qui lui a réalisé le Mmh. même exploit mais en 3 mois et demi. Ouais. Donc, il y aura, quelque part en termes de caractère et d'intensité, ça montre un peu les personnalités et les caractères qui vont s'affronter le week-end prochain, si tout se passe comme prévu entre l'Écosse et l'Irlande. Mais ça sera, voilà, c'est un joli clin d'œil aussi Mmh. que trois EPT se retrouvent en quart de finale de Coupe du Monde avec un destin et un chemin similaires et une dureté mentale, je pense, identique. Ça va vraiment être un match de guerrier et on a hâte d'y être. Un match de guerrier, un match de mobilette aussi, parce que en termes de vivacité et de vitesse, je pense que les deux côtés seront armés. Non, je pense on va assister au jeu du cirque le week-end prochain. Et Yannick, justement, là-dessus, je crois que c'est Grégory Aldrit, à la première conf de presse qu'il y a eu à Roland-Garros, il avait dit: «Bah, vous voyez, si à Colissi, il était meilleur qu'Anthony Gelon parce que lui, il est revenu plus vite». Donc, pour se marrer un peu. Mais c'est vrai que Yannick, juste pour terminer, vu son état physique, et t'en parlais la semaine dernière de l'aspect, de sa rugosité qui pourrait amener à ce pack de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud, qui va en avoir besoin. On se dit qu'il sera forcément titulaire, Anthony Gelon, la semaine prochaine, non? On avait déjà évoqué dans le salon que il avait besoin d'emmagasiner du temps de jeu au cas où on affronterait les Springboks, parce qu'il serait une arme probablement indispensable pour les Springboks. On va pas dire le contraire maintenant, après la performance qu'il a fait. Effectivement, je pense on peut mettre un petit billet sur le fait qu'Anthony Gelon sera titulaire contre l'Afrique du Sud. Ouais, voilà, s'il y a pas beaucoup de surprises a priori sur, la composition d'équipe, on aura le temps d'en reparler, mais sur cette troisième ligne, elle a fait ses preuves, malheureusement pour François Cros, quoi. Et oui, oui, en fait, en voyant ce match-là, enfin ce match-là, même ceux qui ont précédé, on comprend le choix du staff et de l'avoir conservé et d'en faire un titulaire, surtout avant d'affronter euh, soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, plutôt l'Afrique du Sud. C'est euh, Aldrit, Olivon, les autres défendent bien, mais il n'y en a aucun qui défend avec cette dureté, cette capacité à marquer les adversaires à l'impact. On sait que c'est essentiel hein, dans le rugby. Donc voilà, je pense que Jelonche, il commencera. La petite question qu'on peut avoir, c'est la composition du banc de touche concernant la troisième ligne. Et donc, est-ce que François Cross sera ou pas dans Sur le banc. sur le banc avec l'équipe de France? Est-ce qu'on choisira de prendre un profil plus polyvalent comme un Boudouan ou un Macalou pour faire un banc 6-2 Ouais, et Boudouin sera avoir un complètement joueur, remis la semaine prochaine, il pourra jouer, voilà. alors que la semaine dernière, il avait repris l'entraînement, mais là, il sera vraiment à 100. Ouais. Ça serait très dur pour François Cross qu'il soit pas du tout sur le banc, mais une éventualité. Je sais pas, Yannick, Je pense qu'il va y avoir une bataille aussi sympa, des cachotteries.
Bon, si l'Afrique du Sud fait 7-1, ce qu'elle a déjà fait et qu'elle pourrait refaire contre nous, si je pense qu'on va jouer l'Afrique du Sud. Peut-être que le staff français sera tenté de faire le 6-2. Et c'est vrai que si on fait 6-2, la polyvalence de Sekou Makalou est quand même super intéressante, sa dimension athlétique aussi. Donc, après, François Cross, c'est du leadership, un cerveau sur le terrain pour jouer le money time. Il offre aussi d'autres choses. Je pense que cette équipe-là, sur le plan mental, c'est vraiment trouvé, retrouvé. On a vu qu'il y avait des connexions partout, il y avait du leadership partout. Et là, seul le staff pourra juger quels équilibres ils vont vouloir maintenir. Euh, mais c'est vrai que la dimension physique contre l'Afrique du Sud va être terrible. Alors, soit on essaye de rajouter des kilos, soit on essaye de rajouter du caractère et du leadership pour travailler sur d'autres paramètres. Donc voilà. Ça va être intéressant de voir les choix que vont opérer le staff. La composition d'équipe, ce sera vendredi et je tiens à vous féliciter, 21h01. Sans la dernière relance d'Alexandre, on finissait à 21h pile, mais bon, il préfère un peu toujours rajouter quelques secondes de plaisir à cette Je voulais émission. rater les hymnes. J'aime pas les hymnes, je voulais les rater. Ouais, c'est bien, continue comme ça, Alex. Merci, messieurs. On se retrouve donc veille de match, ce sera samedi prochain, puisque le match sera le dimanche au Stade de France. Merci pour tout. Yannick, quelque chose à ajouter? Je te vois faire des signes. Mais là, si c'est France-Afrique du Sud ou France-Irlande, il faut prévoir un salon tactique de 2h15. Ouais, ça, J'ai déjà je m'y prévenu. attendais. Je m'y attendais, ouais. On en reparlera. Pas d'apéro, Je- pas d'apéro la Mm. semaine prochaine. Bon, si je ferais comme Nick Mallet, je prendrais ma bière, vous inquiétez pas, ouais, je peux trouver ça. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de nous avoir suivis, et puis la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye À la bye. semaine prochaine, merci, merci à tous. Ciao. Ciao.